De retour à Casablanca, au Maroc, pour le 6e Forum Afrique Développement. Vous avez pu suivre ce matin en direct la cérémonie d'ouverture de ce forum. S'en suivront dans la journée des plénières. Et pour en parler avec moi, m'ont rejoint sur ce plateau le ministre des Finances du Cameroun, M. Louis-Paul Motazé. Bienvenue. Merci, bonjour. Avec nous également Mohsin Jazouli, ministre délégué aux Affaires africaines du Maroc. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci, bonjour. À mes côtés également, Hichem Ben Yaïch, vous êtes rédacteur en chef de New African, bienvenue. Bonjour. Et Ziad Limam, vous êtes directeur d'Afrique Magazine, bienvenue également. Merci. Monsieur le ministre des Finances du Cameroun, vous participez donc à ce 6e Forum Afrique Développement. Que revêt cet événement, que revêt comme importance cet événement? Bien, c'est un événement extrêmement important, raison pour laquelle le président de la République a demandé que je prenne part à ces travaux. Vous savez, le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, est dans une phase assez importante, hein. Une phase de transition pour une économie plus industrialisée. Ce qui nécessite un certain nombre d'investissements. Bon, ça peut être des investissements par l'épargne nationale, ça peut être des investissements directs étrangers, ça peut être des investissements grâce à la coopération internationale par des financements extérieurs. Donc il est très important que nous venions discuter avec les uns et les autres, voir ce qui se passe ailleurs dans les autres pays, et puis essayer de voir quel est le meilleur parti que nous pourrons tirer de toutes ces rencontres. Et puis aussi peut-être également partager l'expérience des autres pays africains en termes d'investissement et de récolte de ces investissements. C'est justement ce que j'ai dit, hein. Il y a du benchmark chaque fois. Bon, déjà le pays qui nous accueille si aimablement, le Maroc, qui est pratiquement en chantier, c'est un vaste chantier ici au Maroc. Et là également nous avons les autres pays avec lesquels nous discutons, que ce soit les pays de la CEMAC. J'ai discuté ce matin avec le ministre des Finances du Gabon, que ce soit les pays de l'Afrique de l'Ouest, Madame le ministre du Sénégal qui était avec nous, le ministre malien, les ministres ivoiriens. Je crois que toutes ces rencontres sont utiles, hein, et nous voulons tirer le meilleur profit de tout ça. Mohsin Jazouli, c'est le Maroc qui organise ce forum Afrique Développement. Vous êtes le ministre délégué aux Affaires africaines. Qu'attendez-vous de cette 6e édition? Écoutez, c'est une 6e édition qui atteint un stade de maturité et il faut revenir à la genèse, puisqu'effectivement aujourd'hui ça semble évident que tous les regards soient braqués sur l'Afrique, qu'on parle de l'Afrique, mais il y a 10 ans, quand ce forum est né, il s'est créé dans la lignée et la droite lignée de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'Afrique, et il a permis assez rapidement d'avoir un forum qui permet aux principaux investisseurs, aux principaux décideurs de venir se rencontrer. Et on l'entendait aujourd'hui, ça paraît naturel que les décideurs, les hommes d'affaires de l'Afrique et du reste du monde viennent se rencontrer ici à Casablanca pour identifier les opportunités. Et aujourd'hui, c'est clairement un rendez-vous incontournable des grands développeurs de l'Afrique. On l'a dit, hein, c'est la 6e édition, il y a donc déjà eu 5 éditions. On le voit, des conférences, des débats, des rencontres. Qu'est-ce qui a permis concrètement d'apporter ces 5 premières éditions et permettra peut-être d'apporter cette 6e édition? Dans ce forum, vous trouvez 2000 personnes avec plus de 40 nationalités, essentiellement des nationalités du continent africain, qui échangent sur les expériences. Et effectivement, mon collègue le disait, le Maroc a aujourd'hui à son actif un certain nombre de success stories qu'il est prêt à échanger avec l'ensemble des partenaires du continent. Que ce soit dans les énergies renouvelables avec notre programme solaire, que ce soit dans toute la chaîne agricole et agro-industrielle, que ce soit dans la chaîne logistique ou bien encore dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, le Maroc partage son expérience et ses success stories avec l'ensemble des pays du continent. Hichem Ben Yaïch, le thème de cette édition 2019 est quand l'Est rencontre l'Ouest. Est-ce que, d'après vous, ce thème vient à propos en ce moment, en 2019? En tout cas, c'est un thème qui tombe pile poil dans la situation actuelle de l'Afrique. C'est-à-dire que faire rencontrer les Afriques, je pense qu'il y a un métissage en termes d'expérience, en termes d'approche, et je crois que surtout il y a des univers mentaux très différents, et cette rencontre d'aujourd'hui permet
en tout cas d'entrer dans cette mutualisation et le partage d'expériences. Et je pense que l'Afrique, c'est 54 États, 5 régions. Et la richesse qu'il y a, nous, on la pratique au quotidien à travers nos publications. Je pense que c'est vraiment un champ inexploré et il faut permettre ces rencontres pour aller de l'avant. Ziad Limam, plus précisément, on parle bien d'Est et d'Ouest. Diriez-vous que jusqu'à présent, ces deux régions, ces deux sous-régions se parlent très peu, échangent très peu? Elles se parlent très peu. D'abord, elles ont souvent des différences linguistiques qui sont très importantes. Si vous prenez toute l'Afrique de l'Est, si on va avec Djibouti étant une exception francophone, mais si vous prenez toute la côte, c'est un monde anglophone ou lusophone. Et donc il y a un monde francophone plutôt à l'ouest, donc c'est déjà un première difficulté. Il y a les difficultés de transport qu'on sous-estime beaucoup. C'est-à-dire pour aller de Yaoundé à Nairobi, il faut probablement passer 10 heures dans un avion et encore plus si on a du commerce, s'il faut échanger des biens, etc. Donc ça c'est très compliqué. Il y a les problèmes de devises. On parlait ce matin dans une des plénières du franc CFA comme étant un formidable intégrateur du commerce et du développement. Toute l'Afrique de l'Est, c'est toutes sortes de devises aussi. Et puis donc c'est culturellement, l'Afrique de l'Est est plutôt tournée vers l'Asie, naturellement, puisque l'énergie vient de Chine, de toute cette zone de développement autour de l'océan Indien qui vient jusqu'à eux. Et l'Afrique de l'Ouest est tournée vers le continent à l'intérieur et vers l'Europe. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut changer, faire évoluer. Et puis un dernier point, parce que s'il faut parler un peu direct, c'est que c'est aussi souvent des économies concurrentes. C'est-à-dire que ce que l'Afrique de l'Ouest a proposé, l'Afrique de l'Est le propose aussi au même client final. Donc il faut créer ces liens, ces synergies pour qu'on change la réflexion, pour se dire que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Louis-Paul Motazé, l'Est, l'Ouest, mais aussi l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, qui reste une sous-région peu intégrée pour le moment. Comment le Cameroun voit-il la suite de cette intégration sous-régionale ? Bien, il faut déjà savoir que le Cameroun est extrêmement demandeur de l'intégration. On ne va pas donner les chiffres, mais vous savez, le Cameroun, c'est presque 50% du PIB de la sous-région. Ça signifie que le Cameroun a intérêt à ce que l'accélération de la circulation des hommes et des biens se fasse. Et c'est pour ça que notre président le rappelle très souvent. Nous sommes heureux d'ailleurs de voir que cette quête pour une plus grande intégration est maintenant largement partagée, parce que les chefs d'État se sont prononcés, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en N'Djamena dernièrement. Ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais au moins la volonté est là, et nous espérons que nous allons continuer dans ce sens. Mohsin Jazuli, une dernière question, parce que vous allez ensuite devoir nous quitter. La zone de libre-échange continentale, c'est l'actualité en ce moment pour le continent africain. On imagine que ça vous concerne en premier lieu. Qu'est-ce que vous attendez de ce processus qui attend d'être mis en œuvre? Écoutez, je pense que ce sont les Africains qui attendent qu'il y ait réellement une plateforme d'échange et une plateforme de foisonnement, puisque on imagine à horizon 2050 2,5 milliards de consommateurs qui sont unis par une zone de libre-échange. C'est dire si ça sera la plus grande zone du globe, donc un vrai terrain de développement. Et c'est un outil nécessaire, c'est une union nécessaire pour cette disruption qui est importante à l'Afrique, dans la mesure où aujourd'hui le PIB, parce qu'il faut aussi garder quelques chiffres en tête, le PIB de l'ensemble des pays du continent africain représente à peine le PIB d'un pays développé européen. D'un majeur européen, je dirais. 2400 milliards de dollars. C'est peu. Ça fait 1800 dollars par habitant. Et si on veut atteindre les niveaux des pays émergents, c'est-à-dire 9000 dollars par habitant, et si on double la population à horizon 2050, il va falloir une sacrée croissance. Et cette croissance de plus de 7% en moyenne par pays par an, et il va falloir aller la chercher dans cette zone de libre-échange en créant un vrai foisonnement
économique au sein du continent. Et la zone de libre-échange continentale devra le permettre. Mohsin Jazouhi, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été avec nous. C'est moi, merci. Hicham Baniaïch, c'est vrai, le continent reste encore peu intégré. La zone de libre-échange continentale apporte comme ça beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir pour les Africains. Pensez-vous que voilà, ça va apporter le changement espéré? Moi, je pense, mais c'est un projet ambitieux et formidable, à condition évidemment de sortir du storytelling. Je pense qu'il y a des réalités qu'il faut regarder en face, c'est-à-dire que l'indice de l'intégration dans la région reste extrêmement faible. La Commission économique pour l'Afrique a établi des critères, une douzaine de critères pour mesurer le degré d'intégration, et on voit qu'il y a vraiment d'abord un travail de statistiques. Les chiffres qu'on donne sur l'Afrique ne reflètent pas la réalité. Donc il faut clarifier des outils pour pouvoir mesurer et aller vers cette Afrique dont tout le monde rêve. Donc on doit sortir d'un certain discours pour aller dans l'opérationnalisation des idées. Je pense que la zone de libre-échange est un défi, mais encore faut-il être programmatique pour pouvoir être dans le timing pour réaliser la zone de libre-échange. Oui, Ziad Limam, malgré la création des marchés communs et la multiplication des accords de coopération en Afrique, l'intégration régionale reste, on l'a dit, très limitée. À titre de comparaison, comme ça, les Européens réalisent 70% de leurs échanges entre eux, les Asiatiques 50%. En Afrique, ce chiffre tombe à 11%. Quels sont d'après vous les blocages? Mais parce qu'on l'a dit dans la discussion, le problème c'est qu'on a affaire à des économies qui sont largement toutes orientées de la même manière. C'est-à-dire elles sont extractives, productrices de matières premières, assez peu de transformation encore, et donc elles sont concurrentes entre elles. On ne va pas échanger du cacao entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Donc ça, c'est pas ce qui... Par contre, si on avait transformé une partie de ces productions agricoles ou minières, etc., on aurait déjà des choses à échanger. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être trop critique non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que le niveau d'échange intra-africain est encore insuffisant, mais qu'est-ce que ça aurait été sans les zones UEMOA, sans la zone CEMAC, sans la COMESA, sans la SADC? C'est-à-dire ça aurait été encore pire. Imaginez tous ces petits pays, chacun avec ses frontières, le Maghreb d'un côté, les autres d'un autre, ça aurait été encore pire. Donc je pense que quand même, il faut soutenir les efforts d'intégration. Il ne faut pas sous-estimer les complexités politiques, les concurrences, le fait que des pays peuvent être sur un dossier particulier, ça peut être très complexe. Il ne faut pas sous-estimer les problèmes douaniers, par exemple. Quand vous faites entrer une marchandise par le port de Dakar ou par le port de Yaoundé ou par le port de Libreville et qu'elle peut aller n'importe où, qui vous dit qu'elle n'est pas transformée à un moment? Qui vous dit qu'elle est exactement dans les normes qui ont été définies? Qui vous dit qu'il n'y a pas un troisième acteur? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut... C'est un processus. Ce qui est très important, c'est que le processus est lancé et qu'il y a un consensus aujourd'hui sur l'intégration économique des zones et un consensus sur la création de la grande zone de libre-échange. Alors, ça mettra 10 ans, peut-être, mais au moins la machine est lancée. Comme vous le savez, quand une machine est lancée, elle crée de l'énergie, elle crée du positivisme, elle crée de l'envie pour les entrepreneurs, etc. Alors Louis-Paul Motazé, la machine est lancée. Comment le Cameroun, ou plutôt, est-ce que le Cameroun est prêt pour accueillir cette zone de libre-échange continentale? Bien, le hasard fait que c'est moi qui ai représenté le chef de l'État à la rencontre du Rwanda lors de la signature de la convention sur la zone de libre-échange. Et si le Cameroun a été présent, si le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est fait représenter, c'est-à-dire a voulu être présent, c'est parce qu'il croit à cette dynamique qui va être portée par le marché commun. Parce que bon, une chose est de se plaindre que nous n'échangeons pas suffisamment entre nous, autre chose est de voir quelles sont les mesures qui devraient donc être mises en œuvre pour échanger un peu plus. Ce que Ziad Limam a dit est tout à fait intéressant parce que on peut croire que c'est un grand saut dans l'inconnu. Non, je ne crois pas. Il y a quand même une démarche pragmatique qui a consisté à aller d'abord vers les marchés sous-régionaux. Nous en avons un au niveau de l'Afrique centrale, ainsi que dans les autres sous-régions, et que par agrégation successive, on arrive au grand marché continental. Il est vrai, comme il a dit, au départ ça semble difficile parce qu'on a l'impression que les pays africains
font les mêmes choses, produisent les mêmes choses et manquent des mêmes choses. Bon, mais je crois que il sera toujours temps pour chaque pays de développer les filières et les produits où chaque pays a ce qu'on appelle un avantage comparatif, qui peut faire en sorte qu'on trouve où se spécialiser pour avoir de quoi vendre, de quoi vendre. Donc vous pensez que justement cette zone de libre-échange continentale peut favoriser cette diversification des productions, pousser les pays à plus diversifier leur production? Je le crois. De toute façon, c'est déjà dans l'intérêt des pays. Les pays doivent non seulement se diversifier, mais également éviter d'aller refaire ce que tout le monde fait. Il faut faire... C'est bête de le dire, mais c'est ainsi. Il faut se spécialiser là où on peut être fort. Là, on peut être fort, et je doute fort que tous les États se retrouvent dans les mêmes produits, dans les mêmes filières. Il y aura toujours, vous allez voir le problème de fleurs en Afrique de l'Est. Nous avons cité le cacao, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le café du Cameroun, etc. Il y aura toujours des filières comme ça, où certains pays ou certains groupes de pays seront plus forts que d'autres et pourront donc commercialiser avec les autres. Par exemple, le Cameroun, prenons l'exemple du Cameroun. Est-ce que le Cameroun sait déjà, quelles seront ses filières de prédilection où justement ces productions vont être favorisées? Bon, j'en ai cité déjà, j'en ai cité quelques-unes, le cacao, le café, la filière coton, textile, confection, comme nous appelons, la filière aluminium, etc. Le Cameroun a justement cet avantage d'avoir une économie beaucoup plus diversifiée. Bon, il se fait seulement que c'est avec la conjoncture internationale qu'il faudra maintenant voir comment les développer pour atteindre le seuil critique et faire en sorte que les filières deviennent extrêmement compétitives et permettent de commercer avec le reste du monde. Alors, monsieur le ministre, tout de même, qui dit zone de libre-échange, dit élimination progressive des barrières douanières. Les entreprises vont être confrontées à la concurrence des autres pays. Est-ce que les entreprises camerounaises sont assez solides pour y faire face? Bon, dire que les entreprises sont assez solides, elles ne seront jamais assez solides. Si nous attendons qu'elles soient totalement solides, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, là, je vais évoquer, par exemple, quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est les accords de partenariat économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être, je veux dire, l'avocat des thèses libérales de l'OMC, mais il s'agit quand même de reconnaître deux choses. La première chose, c'est qu'aucun pays, aucun ensemble de pays ne s'est développé en restant arc-bouté sur ses frontières douanières. Personne. Moi, je n'en ai jamais vu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si justement nous voulons rendre ces entreprises fortes, il faut accepter qu'elles puissent acquérir la technologie qui vient d'ailleurs. Je vais prendre un domaine, c'est l'agriculture. Le Cameroun, selon la philosophie économique du président Biya, le Cameroun est un pays à vocation agricole extrêmement forte. Mais de quelle agriculture il s'agit? S'agit-il de l'agriculture comme on la faisait dans le temps, ou d'une agriculture beaucoup plus modernisée, beaucoup plus mécanisée? Mais si vous voulez arriver à ça, il faut importer les tracteurs, les machines, etc., etc. C'est autant d'apports qui permettent à votre agriculture d'être plus compétitive et donc pour que vous puissiez gagner beaucoup plus d'argent. Quand je dis gagner, je veux dire les agriculteurs eux-mêmes. Pour qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, il faut qu'ils sortent de cette agriculture traditionnelle pour atteindre ce que nous appelons au Cameroun l'agriculture de deuxième génération. Et ça signifie, pour cela, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir pour acquérir les techniques, pour acquérir les machines et faire quelque chose de beaucoup plus moderne. Hicham Ben Yaïch, vous pensez également que la zone de libre-échange continentale va être un catalyseur comme ça qui va permettre aux États africains de passer une nouvelle étape dans la diversification économique? Évidemment, ça ne peut être qu'un catalyseur fort, mais à condition, il faut revenir toujours à cette idée de l'opérationnalisation. Je pense que quand on tient un discours ouvert, ne permet pas d'appréhender la complexité des situations. Moi, je pense qu'il faut s'engager, s'approprier les 5 priorités de la BAD, l'électrification, nourrir l'agriculture. Il y a des éléments clés dans cette stratégie, et si on n'est pas dans une vision programmatique, pour réaliser dans les faits. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai appris que Afreximbank travaille sur les tarifs douaniers au niveau de la ZLEC pour rendre opérationnelle cette... parce que parler en théorie d'une zone, sont allés en profondeur. On a des cas, des modèles comme l'Union européenne ou d'autres ensembles, mais il faut qu'on soit réellement dans le concret. Évidemment,
l'Afrique, c'est un levier de croissance pour le monde entier. Vous imaginez 1 milliard aujourd'hui, 2 milliards 500 millions en 2050 avec une classe moyenne de 300 à 400 millions d'Africains de la classe moyenne. C'est considérable. C'est que tout le monde aujourd'hui regarde l'Afrique avec intérêt. Mais il faut être dans le pragmatisme pour moi. Ziad Lemam, est-ce qu'on peut évaluer à l'heure d'aujourd'hui les gains de croissance que pourrait apporter cette zone de libre-échange continentale? Déjà, juste au niveau du commerce dans le pays africain, on dit qu'il devrait augmenter de 52% d'ici 2022. Est-ce que c'est quantifiable ça, les progrès qui pourront être apportés par cette zone de libre-échange? Comme diraient les anglophones, step by step, on verra. C'est-à-dire que dans le lancement, on verra ce qui se passe. Et comme l'a dit Hichem et comme l'a dit Monsieur le Ministre, il ne faut pas oublier aussi les enjeux structurels et structurants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toute l'attention du monde et toute l'énergie bascule vers le commerce, c'est super, on va échanger, on va créer des richesses, etc. Il y a des enjeux, il y a des défis d'infrastructure, le défi de l'énergie, le défi de l'éducation, qui sont des défis tout à fait structurants. Et on aura, si la zone de libre-échange n'est pas appuyée sur une Afrique qui est plus structurée sur le plan infra et de la formation et des ressources humaines, on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc les deux choses doivent aller en même temps. Quand vous regardez par exemple, on en parle beaucoup, l'ambassadeur était là ce matin, le rôle de la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois apportent des solutions financières et techniques à un véritable problème qui est celui de l'infrastructure dans un certain nombre de pays. Donc ça permettra après de passer sur les ponts, de faire rouler les camions qui ne sont pas forcément chinois, qui peuvent être camerounais, français, américains, j'en sais rien. Et là, on a cette capacité d'échanger. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est dans le discours sur l'émergence, on cherche toujours le petit truc supplémentaire qui va doper les gens. Il faut quand même dire, comme l'a dit Hichem, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y a des enjeux qu'il faut mener parallèlement. Il ne faut pas que la question commerciale nous détourne de l'effort constant, permanent, sur le plan des infrastructures, des forces de ressources humaines, éducation, énergie. Énergie, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'économie. Donc tous ces points-là doivent aller ensemble. Louis-Paul Motazé, on parle d'échanges intra-africains, de partenariats africains. Notre chaîne Africa 24 célèbre ses 10 ans cette année, véritable projet panafricain. Quel regard portez-vous sur ces 10 ans et sur cette chaîne? Bon, déjà, vous félicitez pour les 10 ans. Monsieur Nemale Constant, vous voyez, par hasard, il est camerounais. Donc, je parle en toute connaissance de cause. Nous vous félicitons pour vos 10 ans. Et bon, nous savons aussi que ça n'a pas été très facile. Et c'était un peu normal du fait de votre modèle économique. Ce n'était pas forcément facile. Mais je crois qu'on peut vous tirer le chapeau parce que le plus important, c'est que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là et je pourrais vous dire que le Cameroun se tient à vos côtés pour vous encourager dans cette œuvre-là. Parce que voyez-vous, pour adresser les problématiques dont Ziad a parlé tout à l'heure, il faut être bien informé. Il faut que les Africains sachent de quoi il s'agit, quelles sont les problématiques. Il a parlé du commerce, d'échanges entre pays, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour en arriver là, il faut régler les problèmes de base. L'énergie, c'est ce que nous sommes en train de faire au Cameroun, les problèmes de télécommunication, parce que vous voyez, nous voulons essentiellement attirer les investisseurs étrangers, mais les investisseurs, il faut qu'ils trouvent quand même un substrat qui leur permette de travailler, qui leur permette de s'épanouir, d'où le fait des télécommunications. Il faut pouvoir avoir l'Internet, l'énergie, les routes pour aller d'un coin à un autre, et nous disons que la communication joue un rôle essentiel là-dedans, parce que c'est vous qui informez et qui éduquez les populations, donc le rôle qui est le vôtre, le travail qui est le vôtre est tout à fait louable et mérite d'être encouragé. Merci. Hichem Ben Yaïch, 10 ans d'un média panafricain en tant que rédacteur en chef de Nuit africaine, j'imagine que cela vous parle? Évidemment, et je pense que vraiment l'œuvre de Constant Nemale, c'est un homme que je connais depuis 10 années et je pense que c'est un défi et il a réussi à donner ce regard africain qui est vraiment nécessaire. Constamment dans mes discussions avec lui, il montre ce souci et je pense que
longue vie, en tout cas à la chaîne, et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce regard de l'Afrique sur elle-même. Ziad Limam, un regard panafricain, qu'est-ce que vous en dites? Justement, ça tombe bien avec les zones de libre-échange, avec les frontières qui s'évanouissent pas, mais qui s'atténuent. Je pense que le défi de nos médias, nous on a fêté nos 35 ans il y a 2 mois, donc on a un petit peu d'avance sur Constant, j'espère que Constant nous rattrapera vite. Le défi des médias, c'est à la fois de parler de cette Afrique globalement, mais en même temps, il ne faut pas, encore une fois, s'échapper des réalités, et les réalités sont encore souvent locales. Qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, etc., que ça soit à l'intérieur de la zone UEMOA, à l'intérieur de la zone CEMAC, que ça soit à l'intérieur d'un pays. Donc tout le grand écart, c'est à la fois de considérer l'Afrique comme une entité globale et en même temps de pouvoir répondre à l'attente d'auditeurs, de lecteurs, etc., qui sont aussi préoccupés par des enjeux chez eux. Et on ne peut pas leur dire juste c'est magnifique, l'Afrique continentale, c'est super, c'est l'avenir, c'est le paradis, alors que dans le quotidien, ils ont des préoccupations qui les ramènent voilà. Donc je pense que c'est la grande difficulté pour tous ces médias panafricains. Je pense qu'il y a, comme souvent en Afrique, un formidable enjeu, un formidable futur et des contraintes du temps présent qui sont particulièrement difficiles. Et donc on joue, on avance, on progresse. Louis-Paul Motazé, toute dernière question, c'est cette communication sur l'Afrique et ces médias panafricains, voilà, vous pensez qu'ils ont un avenir aujourd'hui? Bon, ils ont bien un avenir, hein, bon, mais à condition de ne pas tomber non plus dans une espèce d'ethnocentrisme. Hein. C'est bien de parler de l'Afrique aux Africains, mais vous savez, moi j'ai cette chance de par mes fonctions, j'ai été ministre d'économie, maintenant ministre des Finances, donc j'assiste beaucoup à des grands forats comme aujourd'hui, comme à Washington pour les assemblées du Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est qu'on se rend quand même compte qu'il y a un chemin, j'ai pas envie de dire un chemin unique, parce que la guerre des idéologies, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut commencer à mettre ça dans le passé. Hein. L'Afrique, oui, mais les spécificités, je crois qu'il ne faut peut-être pas non plus qu'on insiste trop sur les spécificités, parce que vous avez parlé des high five, hein, du président Adesina de la BAD. Quels sont les problèmes de l'Afrique? C'est les problèmes qu'on voit ailleurs, nourrir l'Afrique, électrifier l'Afrique, intégrer l'Afrique. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce que je peux appeler le minimum, il sera très difficile de parler des spécificités de l'Afrique. Et ces problèmes-là sont des problèmes qui s'opposent à tout être humain. Donc, ce que je veux dire, c'est que les médias panafricains, c'est bien parce que vous donnez une vision de l'Afrique qui est d'ailleurs souvent différente de ce qu'on peut laisser penser, hein, que l'Afrique, il n'y a que des guerres, il n'y a que des catastrophes et tout. Mais je crois qu'il est bon de montrer également que les problèmes, surtout les problèmes économiques, les problèmes sociaux, sont les mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qui a faim, il est très difficile, voilà. Donc, merci, monsieur une spécificité, mais en faisant comprendre qu'il y a quand même des problèmes qui sont des problèmes globaux avec des solutions globales. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Hicham Berniaïch, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et Ziad Limam, merci également pour votre présence. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce 6e Forum Afrique Développement. De retour à Casablanca, au Maroc, pour le 6e Forum Afrique Développement. Place désormais à la seconde plénière consacrée aux femmes entrepreneurs. Today is from my past experience, which I passed through, having the pain that the farmer woman had, the pain that the entrepreneur had, the pain as a civil servant that I had before. I'm not telling you from the internet, Googling and telling you about the challenge constraints of women. I'm telling you from the real experience I passed through. We, the Addis Ababa Women Entrepreneurs Association, we have more than 700 women who are at grassroots level and SMEs. These women are engaged in different sectors, in textile, garment, handicraft, etc. These women lead more than 1,000 to 2,000 women also. But being organized is a power. We organized ourselves and we use
our association as a voice of women entrepreneurs to achieve our objectives and goals. This is how we are doing. We provide them different kinds of services. Saying this, let me come to the core question. Sometimes when I sit with the bankers and microfinance institutes, I'm afraid sometimes maybe when I discuss with them, I make it more worse if I tell them the truth, what is going on. But I'm sure discussion, telling the truth is really very important to achieve our aims. Of course, it is visible, I can say, even if it is not satisfactory, but still, the banks and microfinance institutes, they need to work hard on these areas. Since women, micro and small enterprises, those who are at grassroots level, who have nothing to start a business, who have nothing to show as a collateral, saying that it is visible to them, I don't think it is true. It is not. Because of the rules, regulations, policies of the banks and microfinance institutes. So that really we need to address those women at SMEs and at grassroots levels, those to be more the policies friendly to them. They must get loan easily, depending on their projects. If the projects are viable, it should be considered as a collateral. And also, the policies must be improved. How can we empower women economically? And there are friendly policies in the country or in the bank. So I need to say on this one. And I also ask the banks or the funding organizations, always they spend their time on projects and on assessments or need assessments. There are many studies in the shelf of in banks, NGOs, non-government organizations, funding organizations. We have a lot that we can say. We have a lot of projects that we can provide, but still the money goes on assessment, need assessment. So I appreciate also if it is really come and be need-based, which is already studied. That's what I wanted to say. Thank you. Nabu, your thoughts on this? On how these programs are visible and how they're adapted to women's entrepreneurs in Africa? Thank you for that opportunity. So good afternoon to everybody. In my sense, listening to Amal and Jessica, I'm talking to them because most of the initiatives that are driven by the DFIs, AFDB or IFC are esoteric for us women entrepreneurs. What I mean is that they tell you there's a $50 million fund here, there's $500 million here, but how do we access these funds if we don't know even how to fill the forms? The forms are extremely, you require almost a PhD to fill the forms. I'm just saying, it's true. If you don't have a PhD, if you didn't go to Harvard Business School, you cannot fill the form. So this is the first problem. Secondly, we don't even have access to the information. The networks are so close, most of the people are just like us, sitting in air-conditioned room and wearing very nice clothes like us. But the information doesn't go. So we need to do bridge and create channels for the information to reach the women entrepreneurs, such as Mrs. Ashenafi or other associations in various countries. So this is something we have to do. The other thing is, given the finance, I'm just going to take a very practical example. I salute the presence of Mr. Edo Amenouve from the BRVM in Abidjan that has been supporting women in Senegal and Côte d'Ivoire, and with the creation of the Women Investment Club in Senegal that has now become the WIC Capital, a syndicated fund
who will finance women's projects. The reason why I talk about this is not an initiative financed by anybody. This is us women taking our own money, mobilizing funds, and saving in order to constitute an investment fund at terms. I am the president of the Women Investment Club in Côte d'Ivoire, and if not with the support of the Bourse Régionale BRVM in Abidjan, was really shown support towards initiatives taken and driven by women. So when Côte d'Ivoire will reach critical mass, we will also join the Weak Capital Fund. We're empowering women in Gabon and Cameroon. Congo, sorry. Senegal is empowering women in Guinea. So by the time you men and other people wake up, we will have billions of dollars to invest for our sisters. Please upload for us. Thank you. So it's true, we need to support ourselves. We need to learn how to save. We need to understand the mechanism of financing. We need to understand what investment means. We need to sit at the table of the people who decide for us. We need to own our own narrative. And in order to really be decision makers, we also need to empower our sisters who don't reach the air-conditioned rooms like us. Thank you. Thank you very much. So just to sum up this part about how to support women's entrepreneurs, so you've mentioned to make the programs more accessible, more visible, to stand up. What would be the aspects you would strengthen to increase the impact and make this more visible to beneficiaries? Both? Yeah. If I can, yes, thank you. I think it's a tough situation. I think we are bankers. We have also our rules and the regulations and so on and so forth. But we wanted also to help, and we wanted to deliver, because this is one of our mandate actually, to deliver. We are committed to it. I think one of the things we have realized, I think from the African Development Bank, we had an experience with the Africa Women in Business. And it was an initiative to support women entrepreneurs, and it was giving like a seed money from $25,000 to $75,000, and to work with the program and so on. But with the evaluation of that kind of a program, we thought that, we need to scale up. Yes. If we need to scale up, I cannot just address individuals, SMEs. I have to go bigger. If I have to go bigger, then who are in the market, who are on the ground actually? There is the financial institutions in the market. How can we empower the financial institution technically and financially so they can reach? Because they are on the ground, but we are there, but not directly there. So I think this is one of the things that we have to accelerate our support to the financial institutions.